Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Donc aujourd'hui, je suis de retour dans le centre holistique du Marais, c'est ça? Oui. Centre holistique du Marais, où je suis avec Chantal Moto. Bonjour Chantal. Bonjour Gérard. Alors toi, tu es coach et praticienne de la psychothérapie. Oui, tout à fait. D'accord. Alors avant de nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et comment tu travailles, pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement, en quelques mots, quelques phrases, pas quelques mots, il n'y a pas de limiter quand même, nous dire un petit peu qui tu es et surtout comment tu en es arrivé là. D'accord. Okay. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'expliquer un petit peu ce que je fais aujourd'hui parce que ça me passionne. Donc après, pour répondre à la deuxième partie de la question, comment j'en suis arrivée là, c'est après une période de travail en entreprise. Voilà, je me suis formée pendant que je travaillais à la psychologie jungienne, donc de Carl Gustav Jung, et pendant de nombreuses années, et avec un domaine d'intérêt très fort qui est le symbolisme et l'interprétation des rêves. Donc au bout de quelques années et beaucoup de travail, je me suis installée comme psychanalyste jungienne, psychothérapeute, et pour garder aussi une activité avec les entreprises et mettre de l'humain dans les entreprises, je suis également coach, où j'interviens sur des sujets de relations, de communication. Voilà, donc dans mon activité, depuis maintenant 18 ans, j'accompagne des personnes, des particuliers, sur du développement personnel. Donc je les aide à réaliser leurs rêves, à se développer, à s'épanouir, en travaillant avec différents outils, différentes méthodes. Et puis, j'ai quelques interventions aussi auprès des entreprises, comme je le disais, pour développer le facteur humain dans l'entreprise. Voilà, et donc j'ai la chance de faire un métier que j'adore, puisque c'est toute la richesse de l'être humain que je côtoie tous les jours, parce que dès qu'on gratte un petit peu derrière les ennuis, les soucis et les tracas, eh bien on trouve tout le trésor que les gens ont en eux-mêmes, et que au bout de quelques temps ils peuvent révéler, et voilà, et ça donne du sens à la vie, et ça permet de booster sa vie, ça permet de vivre autrement. Ok, donc toi tu travailles donc ici au centre holistique du Marais. Oui. Et tu as un autre cabinet qui se trouve... Donc il se trouve rue de Valence, dans le 5e arrondissement de Paris. D'accord. Donc j'ai effectivement une activité ici quand je reçois des groupes assez nombreux, parce que au-delà d'accompagner, je suis également enseignante et formatrice. Donc pour des coachs et pour des thérapeutes. Et donc quand je mène mes séminaires de formation pour les coachs et les thérapeutes, je les fais ici, où on est merveilleusement accueillis. Tout à fait, je confirme. Je recommande l'adresse. L'adresse, vous l'avez vue, elle est en dessous de la vidéo. Ok, alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, alors, par quoi est-ce qu'on commence? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Oui. Il y a des bouquins aussi. Oui, tout à fait. Tu as écrit plusieurs bouquins. Oui. Alors, est-ce que les livres que tu as écrits reflètent le travail que tu fais quotidiennement? Oui. Alors, on va peut-être attaquer par les bouquins, et comme ça, on va parler dedans de comment tu travailles. D'accord, ok. Alors, le tout premier que tu as écrit s'appelle
Coacher les organisations. Oui, Voilà. avec les constellations systémiques. Avec les constellations systémiques. Ouais. Voilà, alors attends, je te coupe, excuse-moi, je vais te poser une question complètement stupide, mais tous nos téléspectateurs savent que je pose toujours des questions stupides. Qu'est-ce que c'est qu'une constellation systémique? Ouais. C'est loin d'être stupide comme question. Effectivement. Donc la constellation, c'est une méthode qui au départ a été créée par un monsieur qui s'appelle Bert Hellinger, qui est toujours en vie, qui est un psychothérapeute allemand, et qui a créé cette méthode pour résoudre des problématiques familiales. La constellation systémique, ça consiste à représenter un système familial par des représentants, un petit peu comme si on faisait un dessin 3D de son système familial en mettant en perspective, par exemple, les parents, les grands-parents, etc. Et quand on a des problématiques dans la famille, cette méthode permet de verbaliser, de faire s'exprimer ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe en termes de problèmes. Elle a été mise au point pour que un petit peu tout ce qui n'est pas dit, secret, non dit, mais qui bloque, puisse être regardé, analysé, mis au jour. Voilà, et donc c'est une méthode qui permet à une personne qui a une problématique familiale de pouvoir regarder cette problématique familiale dans un premier temps et ensuite de pouvoir changer sa représentation du sujet. Alors moi je me suis engueulé avec ma maman parce que je trouve que elle s'est mieux occupée de mes 25 autres frères que de moi. On va résoudre ça, on va essayer de mettre en place quelque chose qui va permettre de résoudre ce problème-là. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on va partir de ta perception, c'est-à-dire de ton ressenti, où tu te dis, je suis un peu laissée pour compte, elle s'est plus occupée des autres que de moi, et donc on va représenter avec la constellation le système qui t'appartient, que tu es, que tu te représentes. Et donc dans le système, on va représenter ta maman, on va représenter peut-être des éléments clés de la fratrie. D'accord. On va te représenter toi. Alors les 24 frangins, parce que j'ai dit que j'étais le 25e, donc les 24 frangins, et puis, allez, je vais dire n'importe quoi, les 3 papas. Parce que c'est pas 25 avec le même, donc on va simplifier les choses un peu quand même. Voilà. Donc voilà, il y a 3 papas. Alors on va peut-être pas représenter tout le monde, parce que sinon au bout d'un moment, on va plus rien y voir. Mais par contre, dans un entretien, on va déterminer qu'est-ce qui est vraiment important. Quelles sont les personnes qui ont peut-être le plus compté, quelles sont les personnes qui ont le plus blessé, voilà, quels sont peut-être des événements aussi majeurs qui se sont passés. Si par exemple cette faille s'est installée au moment du premier divorce des parents, eh bien on va peut-être représenter le premier papa avec l'époque du divorce, et on va rejouer ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc on va travailler en groupe, et on va avoir des gens dans le groupe qui vont donc représenter le père, la mère, le divorce, et on va voir comme ça le scénario, comment il a joué pour toi. Mais moi je ne suis pas vraiment concerné puisque je suis le 25e, donc je viens du 3e papa. Donc le premier divorce avec le premier papa, je m'en fous. D'accord, oui, je prenais un exemple. Oui, effectivement. Là, ça serait le dernier papa. Le dernier, donc le mien, quoi. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Mais par contre, le pourquoi est-ce que ma mère s'occupe plus de mes frères que de moi, ça vient peut-être de ses précédents mariages. Oui. Ça, c'est la constellation qui va nous le dire. Ça va être l'exploration du sujet que l'on va faire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 1000 possibilités et chaque cas est particulier. L'intérêt de poser une constellation, c'est justement l'intérêt d'une constellation, c'est de voir ce qui se passe pour quelqu'un
qui amène une problématique. C'est pas tant de savoir ce qui s'est passé pour la mère, mais c'est de savoir ce qui s'est passé pour toi dans ta relation avec ta mère, dans ta relation avec ton père, dans la relation avec la fratrie, et de voir quel a été le moment où il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est généré et qui est encore là. D'accord. Parce qu'on part du principe que les gens viennent faire une constellation parce qu'ils ont un problème. Ils viennent étudier le problème en question. C'est pas je me réveille un matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh tiens, je vais faire une constellation. Oui, non, c'est un sujet particulier. Donc la personne, elle va dire, bah voilà, j'ai une frustration. Et donc on va travailler sur la frustration. D'accord. Comment ça se passe? Moi je viens de voir pour qu'on fasse une constellation familiale. Donc ça commence par un entretien, tu as des questions types Oui, alors on peut travailler soit en groupe, soit en individuel. C'est-à-dire que tu peux venir par exemple à un atelier où il y aura d'autres gens qui sont là. Et ça va être d'autres gens que tu vas choisir intuitivement pour jouer le rôle de ta mère, de ton père, de la frustration, de certaines personnes de la fratrie qui sont importantes pour toi. Et ensuite, tu vas les positionner dans l'espace. C'est un peu comme du théâtre, mais ça n'en est pas parce que les gens n'ont pas de scénario écrit à l'avance. Et c'est ça qui est assez fabuleux. C'est que les gens vont être mis dans des rôles, ils vont être positionnés par toi dans l'espace, dans un espace, de façon à ce que tu recrées dans la pièce une constellation psychique, c'est-à-dire une représentation psychique que tu as. Et les gens, eh bien, ils vont vivre, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que les gens ils vont vivre des émotions parce qu'ils ont été plongés dans ce système qui est le tien. Et ils vont te raconter ce qu'ils éprouvent de ce système. Et ça crée des liens avec ma réalité. Et ça crée des liens avec ta réalité. En fait, si on regarde un petit peu le dessous de la tambouille, ce qui se passe, c'est qu'on fait s'exprimer l'inconscient. En fait. Et je parlais de Jung tout à l'heure, mais Jung a été un grand monsieur à travailler sur l'inconscient. Et dans une constellation, on se rend compte que inconsciemment, tu choisis un personnage pour représenter ton père, inconsciemment un personnage pour représenter ta mère, et ça parle à l'inconscient de ce personnage qui va exprimer des choses à partir de son inconscient à lui, mais dans un inconscient partagé finalement. Et ce qu'il y a de complètement fou, c'est que bien souvent, les gens ne se connaissent pas. Ils se retrouvent un soir, un jour, à un atelier constellation, ils ne connaissent personne. Ils sont choisis pour représenter la mère de quelqu'un, mettons. Il se trouve que dans leur histoire, la mère a vécu la même chose, ou quelque chose d'un peu similaire. Tu vois, donc là on est dans la synchronicité vraiment très forte. Voilà, donc ça c'est la constellation, donc en groupe ou en individuel. On peut travailler avec des petites figurines, donc on va mettre un plan de travail et puis tu vas choisir par des figurines, tu vas choisir de représenter ton père, ta mère, voilà. Et on va voir quel scénario, quel schéma ça fait. Et donc ce livre, il est, c'est le premier qui a été écrit en France sur l'utilisation, et c'est toujours le premier et le seul, sur l'utilisation des constellations sur des problématiques d'entreprise. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va analyser la systémique relationnelle qui se passe entre les gens dans une entreprise avec cette méthode. Parce que dans l'entreprise, il y a des nœuds, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des passés des fois qui ne sont pas très digérés. Voilà, il y a des deuils à faire. Voilà, il y a un petit peu les mêmes problématiques en famille, mais sur l'entreprise. D'accord. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour de ce premier livre, qui n'a pas été le dernier. Et non, il y en a eu un deuxième, longtemps après. Alors, ce premier livre, il était en 2013, il a été réédité en 2016, augmenté. Et celui-là, donc sur les rêves... Alors, celui-là s'appelle « Déchiffrer ses rêves pour bien guider sa vie ». Voilà. Donc celui-là est paru en 2017.
D'accord. Voilà. Et il correspond à un travail que j'ai fait, que j'ai commencé il y a 30 ans, tout juste, dans mon parcours de psychologie jungienne. Où j'ai eu l'occasion de travailler sur les rêves avec un spécialiste qui s'appelle Bernard Mirande et qui a développé des techniques pour analyser les rêves. Et donc, à partir de là, j'ai aussi mené ma propre expérience. Voilà, ça fait 18 ans que j'accompagne les personnes en leur proposant un accompagnement avec les rêves. C'est-à-dire que les personnes viennent et donc elles ont noté leurs rêves et on étudie les rêves. Et ça permet, alors c'est là où il y a une cohérence avec ce que j'ai dit précédemment et qui est une cohérence en fait dans ces ouvrages, c'est que de nouveau, c'est l'inconscient qui va parler. C'est-à-dire que le rêve, et c'est ce que Jung a dit après Freud, de façon très claire, que le rêve, c'est vraiment l'expression de l'inconscient pour qu'il y ait des messages qui soient envoyés pendant la nuit à notre conscient. Et souvent, on se réveille le matin, on se dit « Ah, mais j'ai rêvé de ça, mais c'est bizarre, j'ai rêvé d'un tel, je ne l'ai pas vu depuis 30 ans, mais pourquoi j'ai rêvé de lui ?» En fait, parce que ça amène à se poser des questions. Et le rêve, donc, c'est l'inconscient qui s'exprime, et il s'exprime à travers des symboles. Et par exemple, voilà, on rêve qu'on est en voiture, tout de suite c'est la symbolique de la voiture. On rêve qu'on est dans un endroit où il y a plein d'arbres, c'est la symbolique de l'arbre. Parce qu'on va se dire, mais quel est le signifiant de la voiture, quel est le signifiant de l'arbre? Pourquoi j'ai pris des voitures, pourquoi j'ai pris des arbres, pourquoi pas autre chose? Est-ce qu'il y a une définition, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça, identique pour tout le monde par rapport à chaque élément? Très bonne question. Ouais, excellente question. C'est un petit peu la différence qu'a fait Jung entre les archétypes et les symboles. C'est-à-dire que quand je dis par exemple, j'ai rêvé d'arbres, pourquoi on parle, pourquoi j'ai utilisé le symbole de l'arbre? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir deux aspects avec l'arbre. Il y a l'aspect symbolique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie pour moi l'arbre? Et là, par exemple, j'ai posé la question à la personne, les arbres, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et elle va me dire, les arbres, j'adore. Quand j'étais petite, j'allais tout le temps auprès d'un arbre, voilà. Donc il y a une symbolique de l'arbre, d'être le compagnon, par exemple, ou le lieu de ressourcement, par exemple, de l'arbre. Mais donc la là, deuxième, ça peut différer d'une personne à l'autre. Voilà, donc là, ça diffère d'une personne à l'autre, tout à fait dans la symbolique personnelle. Dans la symbolique universelle, on touche à ce que Jung a appelé l'archétype. C'est-à-dire que de façon universelle, il y a des grands archétypes qui sont des grandes façons de symboliser pour les êtres humains, qu'ils soient d'une culture ou d'une autre, qu'ils soient d'un pays ou d'un autre, d'une religion ou d'une autre. Voilà. Il existe quelque chose qui est comme un méta-symbole qui va être partagé par tout le monde. L'arbre, c'est les racines. Alors l'arbre, c'est et les racines, tout à fait. Avec donc toute la capacité à les puiser dans le sol, toute une implantation, tout un enracinement, des ressources. Donc c'est la famille, c'est lié à la famille, c'est lié à la famille, l'arbre généalogique d'ailleurs. Donc c'est lié à plein de choses. Et ce qu'il y a de particulier dans l'arbre aussi, c'est qu'il fait le lien entre le ciel et la terre. Bien sûr. Puisqu'il va s'élever haut vers le ciel, donc il est capable de faire ce lien en étant à la fois très ancré dans le sol et en même temps dans des aspirations très hautes, des aspirations célestes. Et donc là, sur le plan
archétypique. Donc du coup, la personne, elle va pouvoir voir que effectivement, son compagnon dans sa symbolique personnelle est aussi un compagnon qui a une valeur universelle et une valeur qui va au-delà de ce qu'elle croyait. C'est-à-dire que c'est aussi une valeur d'aspiration spirituelle, ou d'aspiration à aller plus loin, ou aller plus haut, où ça peut être elle grande maintenant adulte, par rapport à elle toute petite qui allait parler aux arbres. D'accord, ok. Donc là, déchiffrer ses rêves pour bien guider sa vie, ce sont tes rêves ou c'est les rêves de tout le monde qui t'ont dit tiens, moi j'ai rêvé à ça, j'ai rêvé à ça? Alors il y a quelques-uns de mes rêves que j'ai mis pour illustrer, parce qu'en fait le livre est organisé selon certaines thématiques. Donc par exemple la santé, comment voir des problèmes de santé et surtout l'évolution de la santé dans les rêves. Par exemple, on peut trouver tout un sujet de développement personnel, de voir tout ce qu'on fait évoluer en nous dans notre progrès personnel, évolution sur le plan professionnel, évolution sur le plan de la famille. Voilà, donc il y a différentes thématiques comme ça, avec la thématique de comment les rêves peuvent être un bon guide, c'est la thématique principale. Voilà, le rêve me donne des conseils, comment je peux écouter ces conseils-là. Donc à chaque fois qu'il y a des thématiques comme ça, je montre des exemples de rêves qui sont issus donc soit de mes rêves, mais surtout de mes clients. Bien sûr. Et donc parfois ce sont juste un rêve, ou parfois ce sont des rêves qui permettent de montrer l'évolution. Donc c'est vraiment issu du terrain, issu de la pratique, c'est des vrais rêves. Oui, d'accord, c'est des vrais rêves qui sont arrivés ou à toi ou à quelqu'un. Voilà. C'est pas des rêves théoriques. Non, c'est des vrais. C'est à chaque fois des vrais cas, quoi. Oui, tout à fait. Et donc je montre à chaque fois comment on peut interpréter le rêve et qu'est-ce que la personne peut en retirer. Sachant qu'il y a quand même un postulat qui est très important, c'est que moi je suis là pour parler de la symbolique et donner des indications sur la symbolique, parce que j'ai étudié ça. Mais ce qui est de très important, c'est que c'est la personne elle-même qui peut faire le lien entre ses rêves et sa vie. Et donc le tout se fait dans un dialogue. D'accord, mais bon, par exemple, c'est très théorique, mais j'ai rêvé d'un cerf. Alors le cerf, ça a une symbolique assez précise, mais est-ce que ce rêve était là pour me parler de ce symbolisme-là, ou simplement parce que j'ai vu un chasseur tuer un cerf et ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Pourtant c'est toujours le cerf. Oui, alors... Comment on fait la différence? Alors, c'est toujours symbolique finalement. Parce que on peut se dire, tiens, dans une journée ou dans la semaine précédente, effectivement, j'ai vu un chasseur tuer un cerf, ou j'ai écouté une émission à la radio qui me parlait de ça, et après on peut se dire, mais pourquoi, par rapport aux milliers de choses qu'on vit dans une journée ou dans une semaine, pourquoi mon rêve, il est allé chercher ça? C'est que ça a une résonance particulière par rapport à moi. Et c'est dans ce sens-là, dans cette résonance particulière que ça a par rapport à moi, qu'on voit que le rêve a une valeur de symbole. J'utilise cet événement-là pour me dire des choses encore plus profondément à moi-même, pour inscrire des choses. D'accord, mais là, j'extrapole, bien sûr, mais là, dans mon cas précis, c'est pas tellement le cerf, c'est l'animal qui a été tué par le chasseur. Ça aurait été un chien, j'aurais rêvé d'un chien. Mais ça n'a pas la même symbolique. Mais pourtant, la cause, le déclencheur de mon rêve, c'est la mise à mort de l'animal. Alors, après, c'est là où effectivement le dialogue avec la personne est capital. Parce que qu'est-ce qui est important pour cette personne? Si la personne elle est engagée si elle est végétarienne ou végane, et qu'elle est engagée dans la lutte, la défense animale,
là tout de suite ça va être en lien avec des sujets par rapport à ses valeurs. Oui. Hein, voilà. Et alors pourquoi elle a rêvé de ça? Alors soit parce qu'elle souhaite travailler sur ce sujet-là, hein, en se disant peut-être qu'il y a quelque chose que moi je dois faire d'encore plus grand dans ma défense animale. Voilà, voilà. Peut-être qu'elle va vivre quelque chose de particulier dans le rêve. Et donc, on va travailler sur en quoi il y a une résonance, qu'est-ce que ça fait, voilà. Ou alors, la personne, elle va dire, tiens, c'est bizarre parce que j'ai rêvé qu'on tuait un chien et je fais un lien avec ce que j'ai vu la semaine dernière, c'était horrible, c'était un chasseur qui tuait un cerf. Donc là, il y a un déplacement. C'est-à-dire que par rapport à la réalité, le rêve, il est en train de reprendre un élément de la réalité pour dire quelque chose, mais légèrement différent. De quelque chose de légèrement différent. Et c'est là où la symbolique du chien, par exemple, va être importante parce que le chien, c'est l'affection et le guide. Voilà, donc, parce qu'on a des chiens guides voilà, et c'est des chiens de protection aussi, et puis on a le chien affectueux. Et donc, qu'est-ce que c'est en train de dire, par exemple, cet événement-là? On a une interprétation un petit peu plus intéressante, parce qu'il y a une différence entre la réalité et ce que le rêve en fait. Bien sûr. Et dans la différence, on voit que ça vient tuer quelque chose chez la personne, de quelque chose de l'ordre de l'affection, de l'amour, de ce qui la guide dans la vie. Et donc, du coup, ça vient renforcer encore plus le fait que c'est un acte odieux par rapport à sa défense animale. Et que ça l'affecte tellement que ça tue en elle quelque chose qui est de l'ordre de son guide intérieur. Ok. Bon. Donc, c'était déchiffrer ses rêves pour bien guider sa vie. Et le petit dernier. Le petit dernier, puisque tu l'as écrit l'année dernière. Voilà, il est sorti en mars 2018. D'accord. Nos héros mystiques, de vrais coachs de vie. C'est tout un programme. Alors, c'est nos héros mythiques. Alors, c'est mystique aussi, mais oui, mythique. Voilà, Mythique. Désolé. Moi, je n'ai pas beaucoup été à l'école, je ne sais pas très bien lire le français. Donc, l'idée derrière ça, c'est de reprendre 12 mythologies. Oui. Alors, bien sûr, nous, dans notre culture, on est très empreinte de mythologie grecque. Oui. Mais je suis allée chercher aussi des mythologies chez les Égyptiens, chez les Indiens. Chez les Celtes. Et chez les Celtes. Absolument, tout à fait. Notons-le. Oui, absolument, un mythe qu'on adore d'ailleurs, je crois, tous les deux. Tout à fait. Et donc, ce sont des leçons de sagesse qui ont été écrites il y a parfois 5000 ans avant notre ère, quand même. Hein. Et donc, c'est des leçons de sagesse qui sont toujours actuelles, toujours très présentes. Et ce qu'il y a de commun entre la mythologie ou le mythe et le rêve, c'est que c'est un petit peu le même processus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à un moment, nos anciens, ils ont pris des symboles, des métaphores, pour faire passer des messages. Ils ont écrit des histoires qui étaient un peu fantastiques, ou voilà. En tout cas, ils ont utilisé la métaphore pour faire passer des messages. Et c'est comme le rêve, il utilise des symboles pour faire passer des messages. Et la façon de symboliser, d'ailleurs c'est le rêve qui m'a amené aux mythologies, enfin même si j'ai toujours adoré les mythologies, mais de trouver l'enseignement des mythologies, c'est grâce à l'étude des rêves en fait que je suis arrivée à faire ce lien entre le développement personnel et la symbolique qu'il y a dans les mythologies. C'est-à-dire que les mythologies sont des bons conseils, sont des leçons de sagesse, et en les creusant, les étudiant un petit peu particulièrement, un peu comme quand on étudie les rêves, eh bien on trouve derrière toute la symbolique
qui nous permet de mieux nous comprendre en tant qu'être humain, ou d'avoir des conseils sur notre comportement, ou sur la façon de guider notre vie, ou sur les problématiques à résoudre, ou sur les défauts, ou ce qu'on n'a pas su résoudre, quoi, les défauts qu'on a toujours. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça me rappelle un peu, quand je t'entends parler, un stage que j'avais monté il y a quelques années, où j'utilisais les archétypes des chevaliers arthuriens. Parce que chacun, Lancelot c'est l'amour, Gawain Gawain c'était le courage, Galad c'était la pureté. Chacun a un trait qu'il caractérise, et j'avais utilisé cette architecture pour faire travailler les gens dans les exercices où c'est un peu le type de soyez le héros de votre histoire, voilà. Et je faisais donc travailler les gens là-dessus. Mais ça me fait penser un peu à ça. Absolument, tout à fait. C'est-à-dire que c'est la valeur symbolique de l'histoire, des héros. Qu'est-ce que ça dit de nous, et c'est là où on rejoint les archétypes, parce qu'en fait, la façon d'utiliser les métaphores il y a 5000 ans, il y a 2000 ans, ou encore de nos jours... Oui, ça a changé, ça a changé, mais dans la forme, mais sur le plan archétypique, il y a toujours des ponts. Tout à fait. Il y a toujours des liens à faire. Et donc on peut se servir de ces histoires anciennes, et elles nous parlent. D'ailleurs, quand on parle mythologie, en général, ça parle aux gens. Il y a toujours une histoire qui leur parle plus que l'autre. Et donc l'idée de ce livre, c'est aussi d'aller trouver dans certaines mythologies pourquoi ça me parle tant. D'accord. Et qu'est-ce que ça vient faire chez moi en résonance, qu'est-ce que ça me dit? Et d'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais là par rapport à tes héros, donc je parle aussi de la symbolique de Lancelot, Gawain, etc. Autour de la quête du Graal, mais j'ai commencé le livre d'ailleurs par un petit exercice amusant où il y a des questions sur la thématique, parce que le livre est organisé en 3 grandes thématiques, le développement personnel, l'amour et la création, l'épanouissement, la réalisation. D'accord. Et donc pour chaque catégorie, j'ai conçu un petit questionnaire, et donc les personnes répondent aux questions, comme dans les tests de psychologie, voilà. Les gens répondent, à la fin ça fait un total, et à la fin du bouquin, on va aller chercher les réponses, et on trouve nos héros préférés. Wow. Et donc on va pouvoir s'identifier plutôt à Merlin par exemple, ou à Lancelot, ou à Ulysse. Tu charries, tu aurais dû écrire ce bouquin il y a quelques années, je m'en serais servi pour mon stage. Ah bah oui, tu peux le refaire du coup. Oui, je vais le remettre au goût du jour. C'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait celui-là. Mais je vais d'abord lire ton bouquin. Alors comment ça fonctionne? Au départ, tu reprends un peu le mythe, parce que les gens, je sais pas, je prends la liste là. Psyché, dans la quête de l'amour, Psyché, tout le monde ne connaît pas l'histoire de Psyché. Ulysse, c'est déjà plus facile, mais Psyché. Donc tu reprends à chaque fois. Je reprends à chaque fois, il y a un petit résumé synthétique donc du mythe, avec les points clés de son histoire, le déroulement, pas tous les détails, mais vraiment les points clés. Et ensuite, je dis, qu'est-ce que ça nous dit, quel sens on peut donner, en quoi ça nous parle, quel est l'enseignement. Par exemple, si on reprend Ulysse dans la thématique de l'amour, il y a différentes choses. Il y a le fait d'avoir de la persévérance, pendant 30 ans. De tenir toujours à cet amour, à ce premier amour, et se donner les moyens de le réaliser un jour. Côté Ulysse, avec tout ce que Ulysse a vécu dans toutes ses péripéties, de résister au chant des sirènes, d'être prisonnier de Circé, la belle, etc. Et puis à chaque fois, ce sont des étapes qui disent des choses de nos chemins de vie, tout ce qu'on doit dépasser, de nos combats intérieurs, de tout ce qu'on doit dépasser dans la vie. Et aussi du côté de Pénélope.
qui attendait et qui a eu certaines épreuves, elle aussi, et qui a dû faire face à des prétendants qui ne la respectaient pas. Et elle aurait pu céder aux injonctions de sa famille, de se marier. Donc elle aussi, elle a eu une persévérance jusqu'à ce que finalement, ça soit... voilà, les deux se sont retrouvés. Donc à chaque fois, il y a un sens. Il y a une symbolique, un sens, la quête du Graal, tu évoquais la pureté de Galad, c'est le seul qui a pu avoir l'honneur de pouvoir contempler le Graal, parce que c'était le seul à avoir une pureté suffisamment grande qu'il l'a mérité. Je m'excuse, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. On va se bagarrer. Lancelot a vu le Graal, il n'a pas pu le toucher. Percival a vu le Graal, mais il l'a même pas reconnu. Et il n'y a que Galahad qui l'a vu, reconnu et touché. Oui, alors oui, effectivement. Alors il y a même l'effet produit par la contemplation. En fait, j'aurais dû dire c'est le seul à avoir pu contempler. Et d'avoir ce lien effectivement très fort qui a fait qu'il est rentré dans un état particulier en entendant la musique des sphères, en ayant une grande réalisation, une grande lumière, alors que les autres effectivement ils côtoyaient le Graal, mais pour des raisons particulières, tout à fait. Ils n'ont pas un petit peu comme l'or alchimique, comme chez les alchimistes, voilà, il y a différentes phases, et celui qui arrive à fabriquer de l'or, c'est celui qui est arrivé au bout. Oui, tout à fait. Alors que les autres, ils continuent. Ils n'étaient pas finis. Voilà, ils continuent, ils avaient encore un petit truc, petit chemin à faire. Un petit chemin à faire. Tout à fait. Ok, bon, on a fait un bon petit tour d'horizon de tes ouvrages. Est-ce qu'il y a dans ta manière de travailler, dans tes pratiques habituelles, des choses que tu n'as pas expliquées du tout dans tes bouquins? Alors, ce qui peut être, oui, effectivement, ce qui peut être rajouté, c'est ce qui fait ma spécificité un petit peu aussi. Peut-être même un quatrième bouquin d'ailleurs. Alors oui, c'est une grande, c'est un grand secret, mais oui, je suis sur la préparation d'un ouvrage sur les constellations familiales. D'accord. Okay. Voilà. Et alors oui, dans ma façon de travailler, qui ne se voit pas forcément dans les livres, c'est justement le lien que je fais dans ma pratique entre les constellations et les rêves. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, une personne vient travailler un sujet en constellation, et donc je vais lui poser des questions avant de démarrer le travail purement de constellation, et je peux aussi demander est-ce qu'il y a un rêve récent dont vous vous souvenez, et la personne va me donner des éléments du rêve. Et je vais utiliser les éléments du rêve qui proviennent de l'inconscient, qui sont vraiment de la matière intéressante, pour les mettre dans la constellation. Ça va rajouter des choses. Oui, d'accord. Par exemple, si on reprend l'exemple que tu évoquais tout à l'heure, avec, je suis le 26e. 25e de la fratrie, de la fratrie, ma mère ne m'a pas considérée, voilà. Et donc je vais te demander, est-ce qu'il y a un rêve récent que tu as fait, et donc par exemple le rêve, on va être un peu macabre, le rêve récent que j'ai fait, c'est que je tuais les deux premiers maris de ma mère, ce qui fait qu'elle n'a pas eu les frères qu'elle a eu, mes frères qu'elle a eu avec eux. Donc la fratrie du coup s'en est retrouvée réduite à mon père. Donc je sais pas, on va dire les 4 frères en plus de moi qui sont issus de ce père-là. Les autres, ils n'existent plus puisque j'ai tué ses maris. Voilà, donc ça donne effectivement une indication. Non, je ne suis pas malade, ça va. Ça donne une
indication très forte, effectivement, de ce qui se passe, qui est ce désir de tuer. Hein. Donc là, on peut discuter autour de ça. C'est pas tellement le désir de tuer, c'est le désir de les empêcher de naître, mes frangins. C'est pas la même chose. Le fait de tuer les maris de ma mère, c'est que l'acte à faire pour les empêcher d'arriver. Oui. Donc là, effectivement, c'est pas le côté du père qui est important, mais c'est le côté de la fratrie. En fait, hein. Ce qui dérange le plus, c'est l'aspect de la fratrie. Donc, on peut investiguer un petit peu ce sujet-là et par exemple dire, bon, bah voilà, au moment où tu souhaitais éliminer, qu'est-ce que tu ressentais dans le rêve? Qu'est-ce que tu ressentais? De la joie. De la joie, d'accord. Ok. Et donc de la joie de faire disparaître... la joie de ne pas avoir ces 20 frangins en plus. Voilà, donc... de retrouver un espace plus clos. Enfin, on était 5 frangins au lieu de 25. On respire. Donc là, par exemple, avec ce que le rêve apporte, on peut avoir un élément de la constellation qui va être la joie, et puis qui peut être un espace clos qu'on peut appeler un espace intime ou quelque chose comme ça, la terminologie qui te va bien. Oui, parce que l'autre conséquence de cette fratrie de 25, c'est que jamais j'ai eu une chambre à moi tout seul. Parce que des maisons avec 25 chambres, ça n'existe pas beaucoup quand même. C'est sûr. Donc on était toujours 2 ou 3 par chambre. Voilà, donc ce que le rêve apporte, ce sont des éléments, par exemple, de joie et d'espace intime. D'accord. Et donc on va les mettre dans la constellation. Et l'intérêt de mettre ça dans la constellation, ça va être de voir comment la représentation actuelle peut évoluer. C'est-à-dire que pour le moment, la joie dans le rêve, elle est née de l'élimination. Et dans le jeu des personnages qui vont se dérouler, peut-être qu'il va y avoir d'autres facteurs de joie qui vont arriver. Et donc ça va amener la personne à avoir une autre représentation sur ma joie, elle peut naître d'autres choses. Que du fait d'exclure peut-être que je vais trouver une source de joie parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans la constellation autres. D'accord. Ça peut être par exemple un moment que la mère et le père disent mais tu sais on t'a toujours aimé. Et là la joie elle va avoir une autre place et du coup ça va changer complètement la représentation et la joie va avoir une autre place. D'accord. Ou alors l'espace intime. Pour le moment, dans la constellation, comme il y a eu manque d'espace intime, donc dans la constellation, l'espace intime, il va avoir une place vraiment très réduite. Le positionnement va être très bizarre pour qu'il ait une place réduite. Et au fur et à mesure de la constellation, eh bien, cet espace intime, il va évoluer. Et donc, ça va te permettre d'évoluer, peut-être se rapprocher, et peut-être devenir un compagnon, un nouveau compagnon, mais ça va permettre dans la représentation de se dire mais cet espace intime que j'ai pas eu avant, je peux peut-être me le créer maintenant d'une façon, et puis finalement d'accepter, parce que comme j'ai eu l'amour des parents, finalement j'ai quand même eu quelque chose, et donc je vais accepter ce que je n'ai pas eu. Parce que j'ai eu quelque chose quand même. Et la constellation, ça va me permettre de me rendre compte, de prendre conscience de ce que j'ai eu quand même. Et puis de ce que j'ai pas eu, l'espace intime, je vais peut-être me le créer. Je l'ai pas eu, j'accepte, j'accepte. Mais maintenant, je vais me le créer. J'accepte, c'est un maître mot. Même si c'est dur. Oui. Mais oui, parce que la vie est comme ça, on ne peut pas la refaire, quoi. Ce qui est fait est fait.
Ce qui est fait, c'est. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est sa représentation. Oui, oui, tout à fait. Et à un moment, se détacher de ce qui nous fait mal, la représentation du passé, pour avoir une autre représentation. Est-ce que le risque n'est pas de faire des refus de la réalité? Alors oui, alors il y a un risque effectivement qui serait plutôt du déni. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire non, ça n'est pas arrivé. C'est pas arrivé, ou je m'en fiche, j'ai fait fi de tout ça. Mais dans le processus de constellation, on est justement sur le fait de regarder d'abord pour pouvoir accepter. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas sans avoir regardé d'abord. D'accord. C'est-à-dire qu'on a regardé, on regarde ce qui a fait mal. Ouais. On regarde. Et à un moment, on va l'accepter parce qu'on va faire une profonde dissociation en soi entre le passé qui appartient au passé et le présent qui est là. Et le passé, on ne peut pas le changer. Ça existait, on voit, on connaît bien la souffrance que ça a généré, ou le manque, ou la frustration, etc. On connaît bien, mais à un moment on se dit, mais finalement, au jour d'aujourd'hui, c'est l'adulte que je suis aujourd'hui qui est en train de revisiter ce passé. Et en tant qu'adulte, j'ai la possibilité de me créer une autre réalité que celle que j'avais avant. Et je ne dénigre pas, je sais que ça existait, mais je choisis de faire autrement. D'accord. Ok. Ok, Chantal. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ta pratique quotidienne, on va dire. Ouais. Est-ce que, pour conclure, tu aurais quelque chose à dire à nos auditeurs, un souhait, un vœu? Oui. Comme on est en période début d'année, je peux leur souhaiter tout plein de bonheur. Et puis, peut-être le message, ça serait de dire qu'on a au fond de nous toutes les ressources. D'accord. On a toutes les ressources pour grandir, pour surmonter les difficultés, pour s'épanouir, pour contacter ce qu'on a de plus parfait, de plus divin en nous. Et voilà, et le rêve est une façon de contacter ça, la constellation aussi, il en existe plein. Oui, bien sûr. Mais voilà, parce qu'on a un accès direct à l'inconscient. D'accord. Et c'est un petit peu le message de Jung qui était de dire, il y a un soi à l'intérieur de nous qui est parfait. D'accord. Et grâce à certaines techniques, on va rentrer dans l'inconscient et on va contacter ce soi. Et ça fait du bien. Parce que, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment, on voit beaucoup de choses qui se passent qui sont perturbées. Mais si on rentre en soi, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la sérénité, l'harmonie, la paix. Et ça, on peut l'envoyer aussi aux autres. Ok, écoutez, chers amis, le message était là. J'espère que vous l'avez bien reçu. Eh bien, ça va être le moment de se séparer. Vous êtes bien sur Planète Gaïa TV. Nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Merci Chantal pour ce moment passé avec nous au centre holistique du Marais, à Paris. À côté de Beaubourg. À côté de Beaubourg, c'est dans voilà. le 3e arrondissement. Rue Beaubourg. Voilà. De toute façon, vous avez vu l'adresse défiler en dessous. Pour contacter Chantal, vous avez vu, pareil, il y a le site, il y a l'adresse mail, il y a tout ça qui, depuis le début de la vidéo, passe en dessous. Et je vous dis, écoutez, à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci Gérard, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu.
Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.